Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV français. Nous ouvrons ce journal avec les tensions en mer de Chine méridionale. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a indiqué que le rejet par la Chine du processus d'arbitrage déposé par les Philippines dans le cadre de revendications territoriales respecte le cadre législatif après une réunion avec son homologue australienne Julie Bishop à Beijing mercredi. L'Australie exige une résolution des différends en mer de Chine méridionale de manière pacifique, ce qui comprend un processus d'arbitrage. La Chine suit en fait la loi internationale en n'acceptant pas l'arbitrage concernant la souveraineté et les droits maritimes. Parce qu'après avoir rejoint la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer en 2006, la Chine a publié une déclaration selon les droits accordés à la Chine par l'article 298 de l'UNCLOS. Nous avons publié une déclaration gouvernementale pour que la Chine ne soit pas assujettie aux mesures de règlement obligatoire. Le gouvernement chinois continuera à soutenir la déclaration. Le ministre a fait la liste des raisons pour lesquelles la tentative d'arbitrage des Philippines, d'abord faite en 2014 à un tribunal de l'ONU, est invalide et inacceptable. Il a dit que c'était un geste unilatéral par les Philippines qui va à l'encontre des normes internationales d'arbitrage et qu'ils n'ont pas encore épuisé d'autres moyens pour arriver à une résolution. Wang Yi a aussi dit que n'importe quel déploiement d'armement sur le territoire de la Chine serait légitime. Cette précision était en réponse à des déclarations occidentales qui prétendent qu'un système de missiles solaires avancés a été déployé sur l'une des îles contestées en mer de Chine méridionale. J'espère que les médias, d'où qu'ils soient, y compris ceux des pays occidentaux et d'Australie, porteront davantage leur attention sur les phares que nous avons construits sur certaines des îles que nous utilisons en mer de Chine méridionale. Ces phares, aujourd'hui en fonction, sont très utiles à la sécurité des embarcations naviguant dans les environs. Ils peuvent aussi s'attarder sur les installations de prévision météorologique et autres que nous prévoyons de construire pour offrir un abri, assistance, secours et intervention d'urgence aux bateaux de pêche. En tant qu'État le plus vaste de mer de Chine méridionale, la Chine a pris des mesures assurant biens et services à la communauté internationale. Elle joue également là un rôle positif. De plus, les installations limitées et nécessaires d'autodéfense que la Chine a construites sur les îles et récifs où est stationné le personnel chinois sont cohérentes avec le droit qu'a la Chine d'assurer sa protection et sa défense dans le cadre du droit international. Cela ne devrait être l'objet d'aucun doute. Le ministre chinois des Affaires étrangères a aussi souligné que la démilitarisation profite à tous, mais ce concept ne peut pas être appliqué à un seul pays ou avec des normes variables ou même multiples. Il a également expliqué que la démilitarisation en mer de Chine méridionale a besoin d'efforts communs de pays de la région, mais aussi de l'extérieur. Le ministre chinois des Affaires étrangères a ajouté que la Chine a remarqué que pendant les réunions récentes entre les États-Unis et l'ASEAN, les deux parties ont promis de démilitariser la région. Il a conclu en indiquant que la Chine espère qu'ils pourront respecter leurs paroles. Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu mercredi à une déclaration lors d'un point presse régulier. L'annonce a été faite après 2 jours de réunion en Californie entre les États-Unis et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Le porte-parole chinois Hong Lei a déclaré qu'attiser les tensions autour du problème de mer de Chine méridionale ne servait pas les intérêts de la région. Nous souhaitons développer nos relations avec les États-Unis et l'ASEAN. Nous espérons que nos liens pourront permettre d'accélérer l'interaction et la coopération régionale et maintenir la paix et la stabilité dans la région. Nous avons remarqué que certains pays cherchent à attiser les tensions autour de la question de la mer de Chine méridionale, mais la plupart des pays de l'ASEAN s'y opposent car cela pourrait être dommageable à la paix et à la stabilité ainsi qu'à la confiance politique entre pays. Le ministre Hong Lei a également répondu aux commentaires du président américain Barack Obama en disant que l'ensemble des parties concernées par les disputes devraient résoudre le problème par un arbitrage. Il a dit que les États-Unis devaient cesser d'essayer d'attiser les tensions dans la zone. Il a ajouté que les États-Unis ne sont pas concernés par ces disputes et qu'ils devraient favoriser une bonne atmosphère pour permettre de trouver une solution pacifique. M. Hong Lei a dit à nouveau que l'océan Pacifique est assez vaste pour la Chine et les États-Unis et que ces derniers devraient se rappeler que les intérêts des deux pays sont très liés.
En Europe maintenant, les dirigeants de l'Union européenne doivent se réunir à Bruxelles pour le sommet crucial qui devra permettre de maintenir le Royaume-Uni dans l'Union et de résoudre définitivement la plus grande crise des migrants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre David Cameron a demandé des réformes majeures en échange de l'appartenance du Royaume-Uni dans l'Union. Le président de l'UE, Donald Tusk, a mis en garde jeudi dernier qu'il n'y avait aucune garantie d'aboutir à un accord lors du sommet qui durera 2 jours. David Cameron a promis au peuple britannique un référendum sur l'appartenance du pays à l'UE en 2017, mais il est largement attendu qu'en cas d'accord obtenu à Bruxelles, le vote serait avancé au mois de juin de cette année. Les dirigeants européens devront enfin trouver une solution définitive à la crise des réfugiés qui ne cesse de s'aggraver avec l'arrivée de plus d'1 million de nouveaux migrants sur le vieux continent. Pour le Premier ministre britannique David Cameron, le sommet de Bruxelles de cette semaine pourrait décider si la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Il est engagé dans une série de discussions de haut niveau et cherche à s'assurer du soutien pour des réformes de l'UE avant un référendum cet été. Pour le Premier ministre, ce sommet est un tourbillon de rencontres et de salutations, de poignées de main et de sourires. Ici avec le président du Parlement européen, Martin Schulz, et ici avec les dirigeants des partis parlementaires de l'UE. L'objectif de Cameron, débattre des réformes et persuader les Britanniques de voter pour rester dans l'UE. Les sondages d'opinion suggèrent que ce sera une tâche difficile. I think we should be out of the union. I'm for in. I think it'd be nice if they can make laws without the European Union interfering. There's no convincing case for leaving, so it's too big a risk to take, too big a gamble. Out. Why? Because I think Britain do better on their own. Undecided at the moment. At the end of the day, I am probably a yes man. Prime Minister. Au Parlement britannique, Cameron a été solide. Nous sommes une nation fière et indépendante, avec des institutions démocratiques indépendantes fières, qui nous ont bien servi durant des siècles. Toutefois, il est conscient que de nombreux eurosceptiques sont sur les bancs, derrière, dans son propre parti. Ce n'est pas le seul moyen d'avoir le contrôle de nos frontières, de nos revenus fiscaux et de notre système de santé. Il faut partir tout en étant un bon Européen et les laisser continuer avec leur union politique. Il s'agit en fin de compte d'un référendum sur nos lois et nos frontières, si nous voulons qu'elles soient décidées ici, par nous ou à l'étranger, c'est-à-dire par d'autres. Cet homme, Nigel Farage, est en colère face au nombre de personnes venant des pays de l'UE et cela a fait que l'immigration est devenue un sujet brûlant de l'élection générale. Immigrants bienvenus, combien demande Farage. L'un des plus forts alliés de Cameron est la chancelière allemande Angela Merkel, la plus puissante politicienne d'Europe. Pourtant, elle contrecarre la perspective de voir la fin de la liberté de mouvement des travailleurs. Donc Cameron vient à demander un délai de 4 ans pour les avantages liés au travail pour les travailleurs de l'UE et promet que la Grande-Bretagne peut se désengager ou être encore plus proche que jamais de l'Union européenne. Au moins 28 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée visant l'armée turque à Ankara. L'attaque a eu lieu en plein cœur de la capitale au moment où un convoi de bus militaires transportait des soldats était arrêté à un feu rouge. Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais le Premier ministre Davutoglu a déclaré que l'auteur de l'attentat était un membre de la milice kurde syrienne YPG, considérée par Ankara comme une alliée des insurgés du PKK. Mercredi, la Turquie a bombardé les positions kurdes en Syrie des unités de protection du peuple, et cela en dépit des appels de la communauté internationale pour qu'elle cesse. Ankara considère que la milice est une extension du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, une formation qu'elle considère comme illégale. Depuis une trentaine d'années, le PKK combat pour obtenir l'autonomie du sud-est kurde de la Turquie, profitant des raids aériens russes pour prendre des territoires à proximité de la frontière turque. Les unités de protection du peuple ont avancé. Cette rapide évolution a provoqué l'ire d'Ankara, même si les États-Unis soutiennent la milice, considérant qu'elle représente sa meilleure chance de battre le groupe État islamique. Washington a appelé les unités de protection du peuple à cesser toute action qui pourrait aggraver les tensions dans le nord de la Syrie. Les États-Unis ont également exhorté Ankara à mettre un terme aux bombardements ciblant les unités de protection du peuple. À l'heure actuelle, la situation menace de creuser un fossé entre les alliés de l'OTAN, la Turquie et les États-Unis. Le Croissant Rouge arabe syrien a confirmé qu'environ 100 camions transportant de la nourriture et des médicaments de première nécessité
était entré mercredi dans 5 zones assiégées de Syrie. Reportage. 3 de ces zones sont contrôlées par les forces gouvernementales syriennes, tandis que les 2 autres sont contrôlées par les rebelles. Dans plusieurs endroits de ces 5 zones, on a dénombré des dizaines de morts dues à la faim. Les Nations Unies estiment que des centaines de personnes sont prises dans des combats et dans des blocus délibérés mis en place par les différentes forces combattantes. On estime que 18 communautés syriennes sont assiégées, affectant ainsi près d'un demi-million de personnes. Le gouvernement syrien a autorisé l'aide humanitaire dans des zones auparavant inaccessibles suite à un accord trouvé la semaine dernière entre grandes puissances à Munich. Aujourd'hui, nous apportons de l'aide à un grand nombre de civils. 42 000 personnes à Madaya et Bikain, 20 000 personnes à Kefraya et à la fois dans la province d'Idlib, ainsi que 30 000 personnes à Mouadamia. L'ensemble de ces livraisons ont eu lieu en même temps. Le siège doit être levé dans toutes les zones de conflit, car les personnes qui subissent ces sièges sont des civils et ces civils souffrent. En Asie maintenant, le niveau des tensions dans la péninsule coréenne, faisant suite à la vague de tirs et d'essais nucléaires menés par la RPDC, n'est pas encore redescendu. Les législateurs coréens issus des rangs de la majorité ont déclaré jeudi dernier que le Nord préparait actuellement des attaques. J'ai été personnellement informé par les services de renseignement nationaux que Kim Jong-un avait ordonné de préparer activement des cyberattaques terroristes contre la Corée du Sud. Ainsi, les agences telles que le Bureau général de reconnaissance du Nord se préparent également à faire face à cette vague d'attaques. Dans la foulée, les États-Unis ont annoncé qu'ils déploieraient 4 fois plus de troupes que prévu par rapport au plan initial, afin de mener à bien l'exercice militaire annuel qui se déroulera le mois prochain en Corée du Sud. Le fameux exercice Key Resolve de cette année sera particulièrement renforcé par des atouts stratégiques de l'armée américaine. Par ailleurs, Séoul va augmenter le nombre de soldats participants. Le Congrès américain a récemment approuvé les sanctions contre la RPDC et a dans le même temps renforcé ses liens avec le Japon, un de ses autres alliés asiatiques importants dans le domaine de la coopération militaire dans l'ensemble de la région. Il est l'heure à présent du monde de l'économie présenté par Georgetine. Bonjour à tous. L'indice des prix à la consommation en Chine a augmenté en janvier contrairement à l'indice des prix des producteurs. Selon le Bureau national des statistiques, l'IPC a augmenté d'1,8% en glissement annuel en janvier contre 1,6% en décembre dernier. L'indice des prix à la production a lui baissé de 5,3% en janvier par rapport à l'an dernier. Le marché s'attendait à ce que cet indice baisse de 5,4% après avoir chuté de 5,9% le mois précédent. Pendant ce temps-là, les risques déflationnistes menacent toujours la Chine. Les experts en économie nous ont livré leurs commentaires sur les perspectives des 2 principaux indices IPC et IPB pour cette année et sur la manière dont les dirigeants chinois tentent de répondre à la situation actuelle. Une demande intérieure encore faible, à laquelle s'ajoutent des prix des principales matières premières au plus bas. Le risque de déflation n'a jamais autant menacé l'économie chinoise. Malgré un indice des prix à la consommation affichant une croissance moyenne d'1,4% par rapport à l'an dernier, le chiffre reste encore malheureusement loin de l'objectif de 3% de croissance fixé par le gouvernement en 2015. Et l'indice ICP restera selon toute vraisemblance à un niveau relativement bas en 2016. La demande intérieure reste globalement faible et malgré cela, nous n'assistons pas à une importante dévaluation de la monnaie. Bien au contraire, nous constatons que le taux de change réel dollar-renminbi est resté fort. Ainsi, tout porte à croire que la hausse de l'indice des prix à la consommation sera très limitée et se situera aux alentours des 1,5 à 2% pour l'ensemble de l'année. Les cycles déflationnistes poussent les consommateurs à contenir leurs achats et incitent les entreprises à repousser leurs projets d'investissement en raison de la crainte d'une poursuite de la baisse des prix. La Banque centrale chinoise est quant à elle plus optimiste, en annonçant que les prix à la consommation devront encore augmenter de 1,7% en 2016, alors que selon les dernières prévisions, l'indice des prix à la production devrait baisser par rapport à l'année dernière d'environ 1,8%. Une chose est sûre, l'indice des prix à la consommation restera à un niveau très faible, à savoir en dessous des 2%, probablement aux alentours des 1,6-1,7%, comme l'indiquent certaines prévisions.
Cependant, l'activité manufacturière et les prévisions de carnet de commandes ne laissent pas encore entrevoir de reprise à court terme, aggravant toujours plus la situation. L'indice officiel PMI des directeurs d'achat est tombé à 49,4 en janvier, alors qu'il était encore tout proche des 50 points au mois de décembre dernier, seuil marquant la croissance ou la contraction de l'activité économique. Il s'agit là de la baisse la plus marquée depuis le mois d'août 2012. Elle marque clairement la pression qui pèse sur le niveau des prix, ainsi que les surcapacités dans les secteurs clés de l'économie chinoise, tels que la production d'acier et d'énergie. Et voici maintenant les performances du jour des principales places financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A clôturé à 2995,79 points, en baisse de 0,16%, et l'indice des actions B a clôturé à 362,71 points, en hausse de 0,65%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 1925,56 points, soit une baisse de 0,34%. L'indice des actions B a clôturé à 1158,43 points, en hausse de 0,56%. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a fini en progression de 2,28% jeudi. L'indice des 225 valeurs vedettes a gagné 360,44 points à 16 196,80 points. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. L'Organisation mondiale du commerce s'est prononcée en faveur de fabricants d'acier chinois dans une affaire de dumping de produits excédentaires qui les opposait à l'Union européenne. Le ministère chinois du commerce s'est réjoui de cette décision et demande à présent à l'Union européenne de mettre un terme aux mesures anti-dumping qui grèvent les exportations chinoises à destination du marché européen. L'avis rendu par l'OMC clôture la procédure engagée par l'Union européenne il y a 10 mois. L'enquête anti-dumping effectuée sur les exportations chinoises d'acier a débuté en avril dernier. Le gouvernement chinois a insisté pour que l'OMC ait le dernier mot dans la mesure où la Chine, comme l'Union européenne, sont membres de l'organisation. L'OMC a déclaré que les mesures anti-dumping européennes prises à l'égard des fabricants d'acier chinois étaient contraires au droit du commerce international. L'Union européenne a prévu d'abandonner ces mesures d'ici 3 semaines. Le rapport a obtenu l'approbation du ministère chinois du Commerce. Il s'agit d'une bonne décision pour l'Union européenne qui va mettre fin au protectionnisme en vigueur et se conformer aux règles de l'OMC. Nous en félicitons. Nous espérons que l'Union européenne va procéder à ces changements sous peu et abandonner les mesures anti-dumping qui touchent les exportations chinoises. L'industrie sidérurgique européenne est de moins en moins compétitive du fait d'une demande faible et de coûts de production élevés. Les pertes d'emplois vont sans doute être nombreuses dans le secteur. Le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il souhaitait que les deux parties travaillent ensemble sur la question sans pour autant avoir recours à des mesures protectionnistes. Nous espérons que l'Europe et la Chine vont renforcer leur coopération commerciale et fournir plus d'opportunités à leurs industries sidérurgiques respectives en répondant au problème mondial de surcapacité ensemble. En adoptant des mesures protectionnistes, nos partenaires européens portent atteinte à l'industrie sidérurgique dans son entier et au commerce international. Chen a également précisé que la Chine se réservait le droit d'engager d'autres procédures afin de défendre les intérêts légitimes de sociétés chinoises ayant subi les effets négatifs de ces mesures protectionnistes. Apple lance officiellement son service de paiement Apple Pay en Chine en vue d'acquérir de nouvelles parts du marché du paiement mobile de plus en plus populaire. En août, 19 grands partenaires chinois ont signé avec Apple, représentant d'ores et déjà 80% des cartes de crédit et de débit qui circulent en Chine. Elles sont utilisables chez un tiers des commerçants acceptant ce type de carte.
La Chine représente le deuxième plus grand marché d'Apple en termes de revenus. Les statistiques montrent que près de 360 millions d'utilisateurs règlent déjà leurs achats avec leur téléphone mobile en Chine. Cependant, d'après les analystes, Apple Pay devrait faire face à une rude concurrence dans l'empire du milieu parce que les systèmes de paiement locaux saturent le marché. La compagnie chinoise UnionPay a annoncé un partenariat avec Apple pour établir son service de paiement électronique en Chine. Le partenariat entre Apple Pay et UnionPay permettra aux détenteurs d'une carte UnionPay chinoise de s'enregistrer sur Apple Pay avec des produits comme l'iPhone, l'Apple Watch ou l'iPad. Ils seront dès lors capables d'effectuer des paiements certifiés par empreinte digitale directement sur l'appareil. Certains clients disent attendre beaucoup de ce mode de paiement, d'autres se montrent plus sceptiques. J'utilise Apple Pay parce que j'utilise beaucoup mon iPhone. C'est pratique et à la mode et j'ai juste un peu peur pour des questions de sécurité. Mais Apple est très sûr, je pense. Je suis en général influencée par les modes, mais je ne suis pas certaine pour celle-là. WeChat et Alipay sont déjà très pratiques, alors encore un autre mode de paiement, c'est peut-être un peu superflu. Apple Pay parle d'un partenariat avec UnionPay depuis le début. Le problème est que UnionPay n'autorise que 1000 yuan par jour de transactions à partir d'un portable, une limite qu'Apple voudrait voir disparaître. UnionPay a accepté de lever la limite, mais aucune annonce officielle n'a été faite sur le nouveau montant qui sera autorisé. UnionPay devra aussi mettre à jour ses distributeurs automatiques, or il en existe 5 millions dans tout le pays. Cela représente un investissement considérable, mais UnionPay croit en la valeur des clients d'Apple et en leur loyauté. UnionPay veut un accord avec les banques commerciales et en même temps, le marché des paiements a beaucoup évolué ces derniers temps en Chine. Apple Pay pourra être utilisé sur 5 millions de machines et c'est très populaire. La technologie NFC et les paiements par scannage seront la clé des paiements sur portable dans le futur. Ye dit aussi que le lancement d'Apple Pay va changer la donne sur un marché déjà très encombré. La technologie du scannage qu'utilise Alipay est plus étendue en Chine que la technologie Near Field Communication utilisée par UnionPay et Apple. Et le nouvel accord pourrait bien favoriser la technologie UnionPay. La firme de consultants en marketing iResearch dit que les transactions à partir de portables en Chine pèseront 50 000 milliards de yuan cette année. Et voilà, c'est la fin de cette partie. Et maintenant, retour au plateau avec Jonathan Messina. Merci Georgetine et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans 1h30 pour une nouvelle édition.